Bonjour à toutes et à tous. Autant vous dire que c'est avec une immense joie et une immense émotion que nous nous retrouvons et nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Nous avions hâte de nous retrouver. J'espère hélas que ça ne va pas être trop écourté dans les semaines à venir. Et puis vous dire combien en ce moment si particulier, combien nous sommes extrêmement fiers de cette communauté hospitalière et médico-sociale que vous formez. Et donc, je vais introduire maintenant notre président Frédéric Valtou, qui va nous faire l'immense honneur de s'adresser à vous. Et je crois vous dire que ce moment, il est plus que solennel. C'est un moment extrêmement important. Une fenêtre de tir s'ouvre à nous. Et vous verrez que nous sommes dans cette fenêtre de tir. Merci à vous, cher président. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis très, très heureux, moi aussi, et je ne reprendrai pas les mots de Zainab à l'instant, mais très heureux qu'on puisse se retrouver les yeux dans les yeux pour 3 jours de Santexpo, 3 jours d'ateliers, 3 jours d'échanges, 3 jours de rencontres qui nous ont tellement manqué, mais on était collectivement un peu occupés par ailleurs, mais qui nous ont quand même beaucoup manqué ces derniers mois. Merci d'avoir marqué par votre présence, votre attachement à ce rendez-vous. Merci à tous ceux qui, effectivement, ont un peu tordu les plannings, qui veulent que, traditionnellement, nous nous retrouvons au printemps pour venir, en ce début d'hiver, nous retrouver ici, porte de Versailles. Je voudrais saluer quelques-unes des personnalités. Alors, bien sûr, je vais sans doute en oublier, mais ils me pardonneront par avance. Je voudrais saluer monsieur l'ambassadeur du Danemark, que j'ai vu tout à l'heure. Je voudrais saluer, mesdames et messieurs, les parlementaires qui sont présents, mesdames et messieurs, les représentants des associations d'élus aussi, madame la présidente de la Haute Autorité de Santé qui est là, madame la directrice générale de l'offre de soins, mon général et tous ceux qui représentent le service de santé des armées. Saluer le directeur général de l'ANAP, le président de l'ordre des infirmiers. Saluer mon ami Claude Évin, ancien président de la FHF. C'est son titre le plus glorieux. Il a certes été ministre, mais ça, je veux dire, c'est pas... Je ne vais pas dire que c'est pas ce qu'il avait de mieux, c'était très bien aussi, mais président de la FHF, c'est beaucoup mieux. Voilà, en tout cas, cher Claude, on est heureux de te voir et merci de ta fidélité à notre maison. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui, par leur engagement et la force de leur conviction au quotidien, font justement de la FHF cette maison commune. Je voudrais saluer d'abord Jean-Louis Touraine, vice-président de notre fédération et qui est toujours fidèle et présent à nos débats. Merci aussi au président des fédérations hospitalières régionales, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur. Ici, nous sommes en Île-de-France et donc je salue Serge Blisco, le président de la FHF Île-de-France. Saluer aussi les administrateurs, je ne vais pas tous les citer, de la fédération, des fédérations régionales. Saluer les délégués régionaux. Je voudrais saluer aussi les présidents de conférences et les présidents je veux dire, des différentes associations et structures avec qui nous sommes partenaires. Saluer bien sûr, à travers Zainab Briet, notre délégué général, toute l'équipe de la FHF. Saluer les membres de notre convention nationale, de notre conseil d'administration, de nos commissions. Ils sont nombreux dans la salle. Saluer les présidents de conférences, je l'ai dit, mais aussi tous ceux qui, effectivement, prennent de leur temps sur leurs engagements professionnels pour venir réfléchir avec nous, travailler avec nous et nous aider à bâtir nos propositions et le corpus de notre réflexion. Voilà, je voudrais aussi adresser une pensée tout à fait particulière. J'en vois 2 là-bas, mais ils sont nombreux ici, aux représentants des fédérations d'outre-mer pour leur engagement actuel face au Covid, les remercier d'avoir pris le temps de venir ici et leur dire qu'on a bien sûr une pensée pour eux et puis saluer aussi les représentants des usagers. Alors ne m'en voulez pas trop de ces remerciements qui peuvent paraître un peu longs, mais finalement, après ce que nos établissements ont traversé ces derniers mois, c'est bien aussi, alors que nous avons vécu loin les uns des autres, de prendre le temps de citer le plus possible au moins les organisations présentes, les personnalités présentes et encore que celles que je n'ai pas citées ne m'en veulent pas.
Alors comment qualifier le contexte de cette nouvelle édition de Santexpo? C'est déjà la 55e, mais il se pourrait que ce soit une dont on se souvienne, ou en tout cas dont on se souvienne du climat dans lequel cette édition s'est déroulée. Comment la qualifier, cette édition, sans ni minimiser la situation, ni bien sûr l'exagérer? Que dire de cette situation que connaissent les hôpitaux et les établissements médico-sociaux après une crise sanitaire sans précédent, après une épidémie au retentissement mondial totalement inédit, à la dimension historique évidente et dont les répercussions sont loin d'être derrière nous? Ce virus nous a donné le tournis, mais ne nous a pas fait perdre la tête. Il nous a tous fait vivre des heures difficiles, professionnellement, mais aussi pour beaucoup d'entre nous, dans nos vies personnelles. Mais face à lui, nous avons été collectivement forts, solides et déterminés. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, il faut rester attentif, concentré et ne pas baisser la garde, comme nous l'a rappelé il y a encore quelques jours l'OMS. Cette crise a plus que jamais mis l'hôpital public en première ligne. En première ligne et parfois bien seul au front, dans une situation d'ailleurs d'inéquité assez inédite avec les autres secteurs de l'hospitalisation, notamment nos amis du privé, j'en dirai un mot. Qu'il s'agisse dans un premier temps de faire face à l'afflux de patients en réanimation, souffrant d'un virus encore mal connu, qu'il s'agisse d'organiser les coopérations avec les EHPAD, la médecine de ville, le secteur privé, avec les élus locaux, ou de mettre en œuvre la campagne vaccinale quelques mois plus tard, clé de notre sortie de crise, à chaque fois, à chaque heure, l'hôpital public a répondu présent et le premier. Dans l'urgence, avec souplesse, avec force, et finalement sans jamais se plaindre. Je veux rappeler d'emblée que c'est l'hôpital public qui a pris en charge 84% des patients Covid hospitalisés, lui qui représente habituellement, hors de la crise, environ 6 hospitalisations sur 10. C'est aussi l'hôpital public qui a assuré la logistique des vaccins à ARN pour l'ensemble des Français, et ça pendant de longs mois. C'est enfin l'hôpital public qui a fourni 70% des bataillons de volontaires partis aider outre-mer ces dernières semaines. Et ce sont aussi les EHPAD publics, et ça selon des études et des chiffres du ministère de la Santé, qui ont le mieux protégé leurs résidents. Alors je ne cite pas ces faits et ces chiffres pour nous en glorifier ou sombrer dans l'autosatisfaction. Je veux simplement rappeler ici ces éléments, car dans une période qui restera, et pour de très nombreuses années encore dans notre mémoire collective, qui resteront marquants, il est bon de rappeler qui furent les soldats du soin, qui furent les fantassins des avant-postes. Mais l'envers du décor, il ne faut pas l'oublier, c'est un prix à payer qu'il serait coupable de le passer sous silence. Quand le secteur public a dû déprogrammer davantage que le secteur privé, notamment après la deuxième vague et dans les CHU, c'est autant de patients qui font l'objet d'un suivi spécifique qui n'ont pu être pris en charge par nos établissements. Rappelons que 2,3 millions d'hospitalisations ont été annulées pour la seule année 2020. C'est aussi, pour certaines équipes en chirurgie, un questionnement même sur le sens de leur travail. Encore aujourd'hui, en 2021, l'hôpital public voit son activité diminuer de l'ordre de moins 6% au premier semestre par rapport à premier semestre 2019, moins 6%. Alors qu'au contraire, les établissements publics, privés, lucratifs ou non lucratifs, augmentent leurs activités de plus 4% selon les secteurs. Cela s'explique par le fait que l'hôpital public, plus mobilisé que le secteur privé, a plus de mal à s'en remettre, on le voit et on le vit aujourd'hui. Il ne s'agit pas, dans mon propos, de pointer tel ou tel, mais là encore, de verser des faits à la compréhension de tous, des faits qui renvoient finalement à ce qu'est l'ADN de notre hôpital, tout autant qu'à ses valeurs. C'est sans doute dans l'ordre des choses que de voir l'hôpital remplir avec force et engagement cette mission d'intérêt général, dès lors qu'il y a urgence nationale. La situation n'est ni noire ni blanche. Chaque secteur répond à ses logiques et finalement détient sa propre vérité. Mais il est important, dans ces moments-là, de se garder des discours apocalyptiques ou à l'emporte-pièce pour préférer être précis, rigoureux et factuels. À notre corps défendant, l'actualité est parfois généreuse, à l'image du débat sur le niveau des fermetures de lits qui se développe depuis quelques jours. Nous avons tous été amenés à commenter ce chiffre terrible, celui de 20% de lits qui seraient fermés, qu'a publié la presse, sans que personne d'ailleurs ne soit capable de nous expliquer ni la méthodologie, ni l'échantillon, ni rien du tout d'ailleurs, sur la manière dont ce chiffre a finalement émergé dans le débat public.
Finalement, préférant là encore les faits aux approximations, nous avons voulu y voir clair et lancer il y a quelques jours une enquête flash à laquelle, et d'ailleurs je veux remercier tous ceux qui y ont participé, plus de 300 hôpitaux de toute taille ont répondu. Notre chiffre, celui du terrain, est de 6% de lits temporairement fermés pour ces 2 derniers mois par rapport au capacitaire total, avec d'importantes variations, bien sûr, selon les territoires. C'est évidemment beaucoup, beaucoup trop. C'est le signe des mots que j'évoquais. Mais pour débattre, il nous faut partir de données claires, il nous faut partir du réel, de tout le réel. Après 2 ans de crise, après le Ségur dont je reparlerai, il s'agit de regarder le tableau d'ensemble. Ce tableau, il est fait de taches sombres, de couleurs vives aussi, il est fait d'ombre et d'espoir. Mais dans cette période proprement historique que vivent nos établissements hospitaliers et médico-sociaux, nous avons un devoir de lucidité et chacun doit l'assumer. 2 mots résument sans doute ce qui a caractérisé le secteur public depuis 2 ans et qui font aussi son défi de demain. Résilience et engagement, le thème de notre salon. 2 mots qui traduisent finalement l'action et la capacité de réaction des établissements publics face à la crise. 2 mots qui résonnent aussi comme une invitation à regarder devant, vers les promesses qui dessinent l'avenir. 2 mots qui appellent aussi à ne pas trop vite tourner la page d'un épisode qui doit tous nous inviter à réfléchir au système de santé que nous voulons pour les générations à venir. 2 mots enfin, résilience et engagement, qui sont comme une adresse aux candidats à la présidentielle pour leur dire « Et vous, au fait, vous en pensez quoi ?» Car depuis 2 ans, si nous avons tenu, c'est grâce à l'engagement des professionnels de santé. Aujourd'hui, ils sont toujours engagés, mais ils sont fatigués, physiquement, émotionnellement. Aujourd'hui, ils attendent une vision, un cap et des moyens de s'engager pour que le service public de santé demeure cette colonne vertébrale du contrat social auquel tiennent tant les Français. Je le dis clairement, pour ceux qui, au fil des confinements et des pics épidémiques, se sont adaptés, réorganisés, surmobilisés, il peut aujourd'hui y avoir une perte de sens. Les hospitaliers ont tenu parce que face à l'urgence, ils ont réinventé ou retrouvé les réflexes du bon sens, l'autonomie de fonctionnement à partir d'une mission claire, le respect du rôle et de la place de chacun, le plaisir finalement de ressentir que l'urgence des solutions à trouver l'emportait parfois sur le respect des procédures, des référentiels et du tout normatif tous azimuts. Dans ce contexte, ce que nous ne voulons pas vivre, c'est de sortir de la crise avec les mêmes habitudes, les mêmes réflexes, les mêmes organisations qu'avant. Si l'après-crise doit ressembler à l'avant, alors c'est à désespérer. Voilà la phrase que j'ai entendue le plus lors de nos récents déplacements à la rencontre des équipes hospitalières, et ça aux 4 coins de la France. Si l'après-crise doit ressembler à l'avant, alors c'est à désespérer. L'heure n'est plus aux demi-mesures ou aux demi-réponses, mais à un formidable mais exigeant travail sur le sens à donner à la place et au rôle du service public de santé aujourd'hui comme demain. Au cœur du pacte républicain, nos établissements publics ont été et seront encore demain, s'il le faut, le bouclier sanitaire de la population. Aussi, permettez-moi d'insister quelques minutes sur le caractère exceptionnel, peut-être même unique au monde, de notre hôpital public. On l'oublie trop souvent, mais à l'heure où certains remettent en cause les fondements mêmes de la République, l'hôpital public est un rempart, peut-être même la figure la plus aboutie de ce qu'est notre pacte républicain. L'hôpital public, c'est d'abord une histoire et un héritage. Une histoire et un héritage qui, dans leur dimension contemporaine, nous viennent tout droit du Conseil national de la Résistance. Une histoire et un héritage qui sont la traduction en actes d'une République que nous avons voulu sociale, parce qu'il n'est pas de vie en commun dans l'inégalité. Une histoire et un héritage qui s'entremêlent avec ceux de la sécurité sociale et sont partie intégrante de ce modèle social que le monde nous envie. Au même titre que l'école, la justice ou encore la police, l'hôpital public est un des ferments de notre République, un des piliers qui la fait tenir. Que serait la France sans son système d'assurance maladie qui consacre le droit à la santé comme premier des droits en démocratie? Que serait la France sans son hôpital public? Quelle autre institution symbolise avec force cette nation solidaire que nous voulons et qui refuse de laisser la vie de chacun entre les mains invisibles du seul marché, si ce n'est l'hôpital public? Qui pense en premier les plaies de notre société, si ce n'est l'hôpital public? Qui absorbe tous les chocs sans broncher, si ce n'est encore l'hôpital public? Qui assume la mission de recherche dans l'intérêt général, si ce n'est l'hôpital public universitaire? Et qui accueille les plus modestes de nos aînés, sinon les EHPAD publics?
qui enfin accueille chacun et chacune à toute heure du jour et de la nuit, tous les jours de l'année, y compris le jour de Noël ou la première quinzaine du mois d'août, sans distinction d'origine, de croyance, de genre ou de classe, si ce n'est encore l'hôpital public. Je m'éloigne du micro un peu. Ce foyer républicain, nous devons aujourd'hui le refonder, mais aussi le protéger des assauts de ceux qui ont toujours rêvé de le détruire. Je les entends déjà, ceux qui rêvent à voix haute de livrer la santé de nos compatriotes aux vertus du marché. Ceux qui, malgré les faits et l'expérience de ces derniers mois, continuent de faire croire que notre hôpital public serait inefficient, bureaucratique, alors que les chiffres et la crise disent le contraire. Je vois un débat sur les emplois administratifs, mais rappelons qu'à l'hôpital public, les emplois administratifs représentent 10% de l'ensemble de l'emploi total. Et encore, savez-vous que dans ce chiffre de 10%, on comptabilise les secrétaires médicales qui, a priori, ne sont pas tellement des bureaucrates. Alors oui, disons-le, qu'ils sont lassants ceux qui parlent toujours de l'hôpital public pour le dénigrer, sans jamais reconnaître sa fonction vitale dans notre cohésion sociale. L'attention qu'il donne à chacun selon ses besoins, sans jamais laisser personne de côté. Et notre mission à nous, à moi comme à vous tous, c'est de lutter, pied à pied, contre le dénigrement, l'hospitalo-sceptisme, ou contre ceux qui attaquent les valeurs de l'hôpital public, l'égalité, l'absence de toute discrimination, la neutralité et la laïcité, la continuité ou encore la recherche et la formation. C'est cet hôpital-là, fort de ces valeurs, que nous devons absolument tous ensemble défendre. D'abord, parce qu'il est une miniature de la société. Entrez donc à la Pitié-Salpêtrière, entrez donc à l'hôpital civil de Strasbourg ou à l'hôpital de proximité de Château-Chinon. Marchez dans le dédale des services ou de couloirs où se croisent chaque jour infirmiers, médecins réanimateurs, directeurs, personnel d'entretien, et j'en passe. C'est sa diversité qui fait sa force et sa résilience dans les épreuves. L'hôpital est une miniature de la République, un espace commun où des citoyens de tous horizons travaillent main dans la main pour la santé de tous. Ils sont des sentinelles du service public. Au-delà, parce que leur mission exige une disponibilité constante et un engagement permanent, les agents publics hospitaliers sont aussi contraints de s'adapter aux circonstances, d'être réactifs et toujours vigilants sur la qualité de leurs actes. Nos hospitaliers sont au rendez-vous jour après jour parce qu'ils savent que l'hôpital public est un lieu qui symbolise tout ce que veut dire et signifier la République. L'hospitalité qu'il fait vivre est une politique du souci de l'autre. L'hôpital n'est ni une entreprise, ni une administration comme les autres. L'hôpital, c'est le service public du soin universel, un territoire où l'on rencontre tous les points limites de l'existence, où cohabitent la vie et la mort, la maladie et la guérison. Au sein de ce service public unique, travaille un collectif humain fait de soignants, de personnel administratif, de personnel technique, dont l'unique mission est le souci des autres, une mission qu'ils exercent au nom de l'ensemble du corps social démocratique et, ce faisant, un lieu qui révèle des tendances profondes de notre société. Le réduire au simple lieu d'exercice d'une activité comme une autre révèle une méconnaissance profonde de tout ce qui se joue dans l'acte de soin. Au quotidien, les agents de l'hôpital public agissent pour le service public. Ils agissent au service du public au nom de l'intérêt général de la nation. Et ils font vivre, par la même occasion, les valeurs fondamentales de notre pacte républicain, la liberté, l'égalité, la fraternité, des mots qui ont tout leur sens et toute leur place dans nos organisations. La liberté, c'est le droit à être respecté, écouté et traité dans la dignité. C'est la faculté toujours conservée de pouvoir s'opposer à des soins, de faire valoir son opinion. C'est aussi la possibilité pour nos chercheurs de travailler en toute indépendance, dans l'intérêt de la science et du progrès pour tous. L'égalité, c'est le socle de l'hôpital, le sens de cette hospitalité spécifique à notre modèle social qui veut que chacun ait le droit d'être soigné en toutes circonstances. Parce que l'égalité devant le soin, c'est l'égalité dans la République. La possibilité de vivre en bonne santé et d'être un citoyen à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs civiques, quel que soit son statut. La fraternité, enfin, c'est la vocation première de tous les personnels de la fonction publique hospitalière qui sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour prendre soin de leurs concitoyens. Fraternité aussi en direction des populations rendues vulnérables par la maladie, aussi bien que par leur place dans la société. Je pense aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux personnes précaires, et malheureusement la liste est parfois encore longue. À de nombreuses reprises depuis 2020, la Fédération hospitalière de France a exprimé cette reconnaissance aux établissements et aux professionnels qui ont porté le pays sur leurs épaules pendant cette courte période où nous étions particulièrement vulnérables et exposés. À travers un film hommage à nos soignants,
en retraçant l'action des établissements publics face à la pandémie et à chaque prise de parole. Nous leur avons exprimé notre reconnaissance en leur donnant le plus possible de la visibilité tout au long de cette période. Mais nous le savons, les hommages, les remerciements ne suffisent pas. La reconnaissance passe bien sûr par la revalorisation des métiers. La FHF avait appelé sans ambiguïté, dès avril 2020, dans la foulée du discours de Mulhouse, dans des propositions pour un New Deal pour la santé, à une revalorisation des carrières et des salaires à la hauteur de leur utilité sociale, si évidemment rappelée par la crise. Notre fédération, signataire des accords de Ségur, continue de porter mois après mois la mise en œuvre des mesures prévues, ambitieuses, parfois complexes, et à négocier pied à pied des avenants pour que tous les agents publics hospitaliers et médico-sociaux puissent bénéficier des mesures de revalorisation. Je voudrais rappeler, pour que chacun ait à l'esprit ce que représentent ces accords de Ségur, que ce sont près de 10 milliards d'euros de revalorisation par an pour l'hôpital et les établissements médico-sociaux publics qui ont été actés, c'est-à-dire une augmentation de près de 10% du budget des hôpitaux. Ces chiffres énormes, la revalorisation représente à elle seule 2 fois le budget annuel du ministère de la Culture, sont parfois difficiles à appréhender concrètement, au plan individuel. C'est pourquoi nous avons également mis à la disposition des établissements et de chaque professionnel un site internet qui permet d'estimer son évolution de salaire 1 an, 5 ans, 10 ans après le Ségur et tout au long du déroulement de cette carrière. C'est aussi pourquoi nous continuons notre travail de vigie et d'alerte pour que les dépenses engagées par les établissements au titre du Ségur, puisque dans la fonction publique, les revalorisations sont transposées immédiatement, soient bien financées par l'État comme il s'y est engagé. Aujourd'hui, nous devons le dire clairement, ça n'est pas le cas. Les enquêtes conduites auprès des établissements montrent qu'il manque à ce stade entre 500 et 700 millions d'euros dans l'ONDAM 2021 pour financer les mesures Ségur. Si rien n'est fait, ce sous-financement va s'accroître d'année en année. Le risque est alors grand que les déficits se creusent, annulant les effets positifs du plan d'investissement et étouffant paradoxalement les établissements publics. Nous continuerons jour après jour notre travail d'alerte auprès du gouvernement et du Parlement sur ces sujets. Les revalorisations sont bien sûr un levier pour rétablir l'attractivité du secteur public de la santé et un premier pas vers l'immense chantier à venir. Elles ne peuvent cependant pas se substituer à une vision globale de long terme sur ce que doit devenir notre système de santé. Et ça pour assurer un service public de qualité pour tous et dans chaque territoire. Au-delà des salaires, il faut que l'action collective ait un sens clair. Et c'est aussi l'ambition que porte le Ségur en donnant aux établissements des leviers d'action locales. Il est indispensable de faire confiance aux établissements. Ils ont su agir en temps de crise. Ils savent innover au quotidien, élaborer, porter et déployer leur stratégie locale. Il faut que chacun le reconnaisse et ne cherche pas à les entraver. La crise Covid a permis de nombreux retours d'expérience par le biais de nos fédérations régionales qui nous ont alimentés et qui ont alimenté une réflexion sur cet avenir et les enseignements à tirer pour la période. Les témoignages d'union, de dévouement, d'innovation sont innombrables et on les oublie parfois trop rapidement devant les difficultés sans précédent. Voilà, peut-être qu'il faut que je recule très très loin du micro peut-être, mais là c'est peut-être un problème d'audition. Bon, je suis désolé, moi aussi j'entends des petits... ça ne doit pas être très agréable à entendre. Je vais m'éloigner très loin, mais vous risquez de moins entendre. Bon. Où en étais-je ? Je disais donc, aujourd'hui, je disais que... j'allais dire qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment de vérité, compte tenu du contexte que je décrivais. Les défis sont immenses et les temps difficiles s'ouvrent. Il faut donc poser les termes du débat et commencer par énoncer la question clairement. Veut-on ou ne veut-on pas conserver durablement un service public de santé de qualité, accessible à tous, sur chaque territoire et à tout moment ? Si tel est le cas, alors nous ne pouvons plus nous contenter du diagnostic et de termes généraux ou de mesures d'ajustement. Il faut bousculer nos habitudes et de manière tout à fait concrète. Les Français d'ailleurs nous y invitent et nous montrent quelque part la voie. Plus d'un Français sur deux le disent dans les sondages, que le système de santé devrait être un enjeu tout à fait prioritaire de la campagne présidentielle. La santé se situe même au tout premier rang de leurs préoccupations, au même niveau que l'emploi et la sécurité, et ça, plusieurs sondages l'ont montré ces derniers mois. Alors, en ce premier jour de Santé Expo, j'insiste sur l'urgence de prendre conscience de la situation que vivent les établissements publics de santé et médico-sociaux. Nous sommes sur le fil, et si l'on ne fait pas de ce sujet une priorité nationale, nous n'y arriverons jamais. L'hôpital, les EHPAD, celles et ceux qui prennent soin de nous, sont au bord de l'épuisement. Soyons lucides là aussi. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un point de bascule du système de santé, et c'est aujourd'hui
que nous devons dessiner son avenir. Il y a quelques jours, je me suis, par curiosité, replongé dans le discours que j'avais prononcé ici même il y a 2 ans, avant la crise sanitaire, c'est-à-dire au fond presque une éternité. J'y ai retrouvé les constats que nous sommes nombreux à formuler depuis des années et qui ont été dramatiquement confirmés depuis. Je ne suis pas devin, je ne suis pas devin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne lis pas dans l'avenir des épidémies, ni dans l'évolution des systèmes. Mais néanmoins, tout ce que nous pointions, et ça, c'était évoqué en 2019, mais souvent évoqué depuis bien plus longtemps, sont des choses qui nous reviennent maintenant fortement à la figure ces derniers mois. Au fond, si cette crise sanitaire avait un aspect positif, c'est qu'elle a conduit à ce que le diagnostic que nous faisons depuis si longtemps soit enfin visible aux yeux de tous, aux yeux de tous les Français, et que chacun puisse maintenant s'en saisir dans le débat public. C'est sans doute ce qui permettra enfin de refonder notre système de santé. Alors ces constats, je ne vais pas revenir dessus dans le détail, mais je vais en citer que 2. Le premier constat que j'évoquais en 2019, c'était le sous-financement du système. Sous-financement de l'hôpital public, sous-financement des EHPAD, sous-financement de l'aide à domicile. Les effets de ce sous-financement n'ont été que plus visibles lorsque la tempête sanitaire est arrivée. Et il faut le rappeler, nous sommes entrés dans une crise sanitaire à près de 10 milliards d'euros d'économies demandées aux établissements ces 15 dernières années, soit près, là encore, de 10% du budget qui ont été diminués, alors même que l'activité, elle, continuait d'augmenter pendant toute la période. Le second constat qu'on évoquait fortement en 2019, c'était le manque d'attractivité du secteur public qui s'est aussi fait sentir plus fort que jamais avec les problématiques de recrutement et de fidélisation des professionnels auxquels nous devons faire face en ce moment, mais comme depuis déjà de longues années. Nous l'avons répété lors de nombreuses conférences de presse, nous l'avons dit à différentes tribunes. Quand on parle d'ouvrir des lits, il ne s'agit pas seulement des dimensions logistiques, matérielles ou même de financement, mais il s'agit d'évoquer les femmes et les hommes qualifiés qui sont porteurs de compétences et peuvent faire tourner un service et prendre en charge les patients. Sur ce volet, seules des mesures fortes permettront de rattraper l'écart sur le long terme en formant en nombre les professionnels dont nous avons besoin et en créant les conditions de rendre le secteur public attractif en termes de recrutement. Le Ségur de la santé a été une première réponse à cet enjeu d'attractivité et aux besoins de concertation que nous pointions sur ces sujets depuis 2019. Car au-delà des chiffres, je retiens du Ségur une méthode que nous appelions de nos voeux. Mettre tous les acteurs du système de santé autour d'une même table, libéraux, hospitaliers, étudiants, collectivités locales, pour se parler franchement des constats et des solutions en sortant des postures des uns et des autres. Il faudra sans doute une méthode semblable, portée au plus haut niveau de l'État, pour nous accorder sur l'avenir de la santé, sur les déserts médicaux, sur les questions de financement que j'évoquerai dans quelques minutes. Nous avons besoin de renouer avec une culture du dialogue au sein de l'écosystème santé, en élargissant encore, en intégrant davantage les représentants des élus territoriaux, en intégrant davantage les représentants des usagers. C'est l'une des conditions d'une gouvernance territoriale clarifiée, fluidifiée, mais aussi pour impulser la logique de parcours de soins que nous défendons depuis tant d'années. Au-delà du constat sur l'état de notre système de santé, la crise a bien sûr été un moment d'action. Elle a agi comme un révélateur, le révélateur de l'essence même de nos établissements. Des établissements performants, souples, à l'immense capacité d'adaptation. Les hôpitaux seraient des paquebots difficiles à manœuvrer, trop administrés, et le statut public serait un frein. Mais la preuve est que non, puisque finalement, dans l'urgence de la crise, les hôpitaux ont tenu. Et s'ils ont tenu, c'est bien qu'ils ont fait la preuve de leur capacité à innover et à s'adapter. Et la question à se poser, c'est et si c'était plutôt les règles toujours plus complexes et tatillonnes qui, au fil du temps, régissent le quotidien des établissements, qui auraient rendu difficile l'ensemble à manœuvrer par temps calme, plutôt que compliqué et handicapant lorsque la tempête arrive. Ce bureaucratisme galopant qui est l'un des maux de nos sociétés modernes, dans notre secteur comme dans tant d'autres secteurs. Si notre système de santé a tenu, on ne le rappellera jamais assez, c'est parce que nous avions la chance inouïe d'avoir un hôpital public fort, malgré ses immenses fragilités. C'est l'hôpital public qui a innové en ouvrant massivement des lits de soins critiques, en un temps record, en formant le personnel et en repensant son fonctionnement au quotidien. C'est l'hôpital public, ces groupements hospitaliers territoires, qui, dans l'urgence de la première vague, a été chargé, et à de nombreux endroits par les pouvoirs publics, de coordonner l'effort de crise avec les acteurs de ville ou les établissements privés. C'est enfin, et ce ne sont que quelques exemples, l'hôpital public qui a permis de lancer du jour au lendemain une campagne de vaccination de façon accélérée à la demande du gouvernement,
parce que les hôpitaux publics étaient capables, dans une nuit de dimanche à lundi, de s'adapter et de porter la chaîne logistique au service de l'ensemble de la population. La FHF, vous le savez, en contact chaque jour avec les établissements qui ont alerté, ont remonté des informations, a joué un rôle de vigie et d'interlocuteur fort auprès des pouvoirs publics. Tout au long de cette crise, et plus que jamais, notre fédération s'est tenue aux côtés et au service des établissements publics et des hospitaliers. Les 20 fédérations hospitalières régionales de métropole et d'outre-mer ont joué un rôle actif de soutien et de porte-parole des établissements publics confrontés au virus. Des points quotidiens et hebdomadaires avec nos représentants régionaux, avec le bureau, avec le conseil d'administration, ont permis des remontées d'informations fluides, extrêmement précises, dont la FHF s'est largement fait le relais auprès des pouvoirs publics, qu'il s'agisse des gardes d'enfants, qu'il s'agisse de la garantie de financement des établissements et de bien nombre d'autres points que je n'évoquerai pas ici. En parallèle de cette action dans l'urgence de la crise, nous n'avons pas oublié de porter les réformes de fond, ou en tout cas d'insister sur la nécessité de ne pas oublier ces réformes de fond. Il faut rappeler, je crois, quelques demandes structurantes de notre fédération qui se sont imposées dans le débat public avec ou sans la crise et pour lesquelles nous nous sommes battus pied à pied. La nécessité d'un rattrapage des rémunérations et des carrières qui était un objectif majeur présent dans nos propositions d'avril 2020 qui a conduit aux accords de Ségur dont j'ai parlé. La remise en question de la logique d'économie comptable qui pèse sur l'hôpital depuis tant d'années. Nous avions dénoncé avec force l'absurdité de la mécanique d'économie sans stratégie qui pèse sur l'hôpital. Et je note que ces derniers mois, le Copermo, par exemple, a été supprimé, que les rapports commandés par le ministre de la Santé concluent à la nécessité, eux aussi, de changer de logiciel sur la construction de l'Ondam, demande que nous formulions sur la construction de l'Ondam depuis 2018, et que la logique d'économie à tout crin a été bousculée. Et nous allons continuer, là aussi, pour changer le logiciel. Un plan d'investissement, troisième exemple, un plan d'investissement majeur que nous demandions dès le début 2019 et qui s'est traduit par une enveloppe de 19 milliards d'euros du plan de relance annoncé avant la crise et effectivement prolongé et même amplifié après la crise dans le cadre du plan de relance annoncé par le président de la République il y a quelques mois. Enfin, une stratégie et une sécurité budgétaire pluriannuelle. Comme vous le savez, le budget des hôpitaux, l'Ondam, est voté chaque année sans vision stratégique sur 5 ou 6 ans. Or, comment avoir un retour sur investissement en matière de prévention, en matière d'investissement, de transition écologique, sans définir des moyens sur plusieurs années? C'est impossible. Et c'est là aussi un sujet dans une perspective de volonté de changer d'époque. C'est pourquoi notre fédération a demandé en 2019 un protocole de pluriannualité des financements, signé d'ailleurs avec Agnès Buzyn, qui garantit un taux minimum d'évolution des budgets hospitaliers. C'est une première étape qu'il va falloir sacrément renforcer. Au-delà de ces demandes, il ne vous aura pas échappé qu'en cette année 2021, le train des réformes a repris à grande vitesse. Et c'est tant mieux, parce que nous avons besoin de transformation. Nous nous sommes battus sur plusieurs fronts. Je voudrais là encore pointer quelques jalons. Dans le cadre de la loi RIST, la FHF, d'ailleurs que je salue, qui est dans la salle, Madame la députée, la FHF a obtenu que le service d'accès aux soins, dispositif indispensable aux demandes de soins non programmés de nos concitoyens, soit inscrit dans la loi, ce qui n'était pas prévu. Qu'est-ce que le SAS? C'est une réponse ou une orientation par téléphone à toute demande de santé. C'est une réponse essentielle face à l'essor des déserts médicaux, mais aussi pour répondre à l'engorgement de nos services d'urgence. Rappelons là aussi un chiffre. À l'exception de 5 départements en France et en Outre-mer, à l'exception de 5 départements, tous les départements français ont connu ces dernières années une hausse des passages aux urgences et parallèlement une baisse du nombre de médecins généralistes de plus de 10% dans chacun des deux cas, pour plus de et ce qui est évidemment énorme. Et on voit qu'effectivement, l'inversion des courbes et cet effet ciseau, à quel point il est délétère et angoissant pour l'ensemble de nos concitoyens. Nous avons soutenu aussi, ces derniers mois, une réforme ambitieuse des hôpitaux de proximité, dont le financement sera maintenant sécurisé et dont la gouvernance, qui associera les acteurs du premier recours, est une vraie innovation. Ces hôpitaux de proximité sont un maillon essentiel pour nos GHT, qui eux aussi ont connu de grandes évolutions cette année sur le plan de la gouvernance. Enfin, notre engagement a été tout particulièrement orienté ces derniers mois et ces dernières années sur la situation de la santé mentale et de la psychiatrie. Nous nous sommes battus, et là je peux vous dire que ça a été pied à pied, pour que la réforme du financement indispensable entre enfin en vigueur pour mettre fin à un sous-financement chronique. Et nous avons continué, dans le cadre des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, à porter très fort la parole du service public. Finalement, on n'a pas chômé pendant cette épidémie. On le voit, notre système de santé est en mouvement. Une tectonique des plaques est engagée enfin. Les appels se multiplient pour une transformation en profondeur qui, enfin, ne se limiterait pas à une énième réforme du seul service public. La Cour des comptes
dit qu'une refondation du système de santé est nécessaire. Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie et le Haut Conseil du financement de la protection sociale le disent eux aussi. Le Conseil économique et social le dit et l'appelle de ses voeux. Les élus, de plus en plus nombreux, le disent et le portent. Le président de la République lui-même en parle et l'évoque. Au fond, tout le monde est d'accord pour dire que le statu quo nous conduirait à l'impasse. C'est pourquoi, avec les équipes de la Fédération hospitalière, nous avons décidé, début de 2021, que les déplacements que nous faisions très régulièrement et que nous avions arrêtés parce que tout le monde avait autre chose à faire que de recevoir les délégations de la FHF, nous avions donc décidé que ces déplacements seraient cette année consacrés à une phase de bilan de la crise, mais surtout d'élaboration de propositions. Nous sommes allés toutes ces dernières semaines dans plusieurs hôpitaux, aux quatre coins de la France, CHU, hôpitaux généraux, structures médico-sociales, pour échanger là aussi avec les équipes. Nous avons démarré à Colmar, là où la première vague de Covid a quasiment démarré, et là aussi à côté, à Mulhouse, où le président de la République a prononcé le 25 mars 2020 un discours de reconnaissance de la nation aux soignants. Nous sommes allés en différents endroits. Je ne vais pas vous envoyer toutes les cartes postales que nous avons faites. Nous sommes allés à Montpellier, à Châteauroux, nous sommes allés à Asnières, nous sommes allés à Aix, à Poissy-Saint-Germain, à Nice. Bref, rencontrer des équipes dans des situations tout à fait différentes, mais qui tous nous ont transmis cet espoir que, juste comme je le disais tout à l'heure, le lendemain de la crise ne ressemble pas à ce que nous connaissions jusqu'à présent. Cette richesse de l'hôpital, celle de ses professionnels, nous la portons, nous la défendons et nous l'affirmerons encore plus fort dans les semaines et mois qui viennent. La FHF est aux côtés des hôpitaux, des EHPAD, des structures de l'aide à domicile et du handicap pour les défendre dans leur mission de service public. C'est le message que nous avons voulu passer à travers le nouveau film institutionnel de notre fédération que je vais maintenant vous présenter. Ça vous permettra à la fois de respirer, peut-être moi aussi, mais surtout, ça vous permettra surtout de voir ce film institutionnel qui dure que 2 minutes et qui va commencer à être diffusé après notre édition de Santexpo. La santé est un enjeu majeur pour les Français. Nous avons la chance de bénéficier d'un système de santé d'excellence, d'un hôpital public reconnu comme l'un des meilleurs au monde. Nos soignants sont aux côtés des malades, des personnes en perte d'autonomie et en situation de handicap. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. À tout moment et à chaque crise, ils répondent présents. Partout en France métropolitaine et en Outre-mer, grâce à nos 20 fédérations régionales, la FHF est aux côtés des 1 million de femmes et d'hommes farouchement engagés au service de la santé des Français dans nos 1000 hôpitaux et 3800 établissements médico-sociaux publics. Depuis près de 100 ans, nous sommes la maison commune des hospitaliers. Nous défendons les intérêts de nos établissements et de leur personnel, en partageant notre expertise avec les pouvoirs publics et en animant la sphère médiatique. Pour protéger, améliorer et transformer l'écosystème santé, nous rassemblons l'ensemble de ces acteurs au quotidien. Nous développons la coopération hospitalière au niveau international. Nous sommes déterminés à valoriser les actions de nos hospitaliers, à encourager l'innovation, dynamiser la recherche et l'enseignement et assurer la permanence et la qualité des soins. Oui, à la Fédération hospitalière de France, nous sommes avec celles et ceux qui font vivre le bouclier sanitaire de la nation. Avec celles et ceux qui font en sorte que chacune et chacun d'entre nous puisse, partout en France, bénéficier des meilleurs soins aujourd'hui et pour longtemps. La dernière vue est importante parce que vous avez bien saisi que toutes les images ne sont pas des images confectionnées pour rendre beau l'hôpital, c'est des images qui sont extraites de vidéos que nous ont transmises beaucoup d'établissements, et donc il n'y a rien de factice
tout revient, j'allais dire, à des tournages qui ont eu lieu dans des établissements et des images produites par les établissements eux-mêmes. Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé, puis un grand merci à Guillaume Papin, toute la direction de la communication de notre fédération. J'ai beaucoup parlé du contexte et du constat, j'ai beaucoup parlé des exigences aussi qui allaient être les nôtres et de ce que nous avions retiré des mois récents de dialogue avec les communautés hospitalières pour effectivement bâtir et concevoir la manière dont nous allions appréhender cette période qui s'ouvre et ce débat présidentiel et formaliser nos propositions. Je vais rentrer dans ce sujet peut-être en commençant par rappeler que finalement le champ des propositions que nous voulons pousser partent aussi de ce que les uns et les autres vivent, mais partent aussi de constats plus généraux qui sont ceux qui traversent ou qui caractérisent notre société et qui sont des invariants pour toute réflexion sur l'avenir du système de santé. Je vais rapidement évoquer ces 4 invariants que je souhaitais mettre en avant. Le premier invariant qu'il faut qu'on ait tous en tête, c'est que la santé est un enjeu vital pour la nation et que sous-investir dans cette matière peut conduire à un double effet collatéral, à la fois sur la santé des populations et sur notre économie. La pandémie l'a montré, il faut entendre ce que nous dit notamment le GIEC. Demain, avec l'érosion de la biodiversité, avec le réchauffement climatique, nous aurons des pandémies plus fréquentes et plus meurtrières certainement que le Covid. Il faudra être prêt, il faudra être solide, il faudra être armé, et sans parler même des crises. On le sait, et je le disais tout à l'heure en évoquant l'attachement des Français à leur système de santé, la santé est un enjeu essentiel au quotidien et qui va prendre de plus en plus de place. En effet, et c'est le deuxième invariant, notre système de santé et de solidarité va être confronté, mais vous le savez tous, va être confronté à un véritable mur démographique et épidémiologique qu'il faut anticiper dès maintenant. D'ici 2035, une dizaine d'années, 12 ans, la population de la France va augmenter d'environ 6%. Et cet accroissement démographique va de pair avec 3 éléments. D'abord, le vieillissement de la population, et nous devrons prendre en charge 300 000 personnes supplémentaires en perte d'autonomie à cette échéance-là, ce qui est énorme. Ensuite, la hausse des pathologies chroniques, vous avez aussi les chiffres en tête, 12 millions de personnes aujourd'hui en France sont en ALD, et les dépenses augmentent d'environ 4% par an, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et enfin, et ce devrait être notre boussole à tous, l'espérance de vie, je parlais de l'effort de lucidité aussi qu'il faut qu'on ait, l'espérance de vie en bonne santé en France est trop basse. Trop basse. Nous sommes au niveau, certes, de la moyenne européenne, 63,4 ans, mais nous sommes bien en deçà de l'espérance de vie en bonne santé de nos voisins immédiats, entre 3 et 5 ans de moins qu'en Italie, en Espagne ou en Irlande. Et derrière ce chiffre, bien sûr, troisième invariant, se cache le fait que l'accès aux soins des Français est fragilisé et risque de l'être de plus en plus dans les prochaines années. Trop d'économies ont été faites sur la santé depuis 20 ans, alors que les réformes de fond sur la pertinence des soins, sur la prévention, sur l'organisation de l'assurance maladie, qui auraient permis de dégager des marges de manœuvre, ces réformes de fond n'ont pas été faites. Le nombre de médecins généralistes installés va encore diminuer de 4% d'ici 2025, c'est-à-dire on va voir partir 4000 généralistes de plus d'ici 2025, qui vont renforcer inévitablement les problèmes de déserts médicaux. Au-delà, nous avons un problème majeur d'inégalité dans l'accès aux soins. Comment accepter, par exemple, que l'écart en termes de médecins psychiatres varie de 1 pour 100 000 habitants à 40 selon les territoires, libéraux comme salariés d'ailleurs? Comment, dans ces conditions, dire à nos concitoyens que nous dépensons équitablement l'argent public et que tous ont les mêmes chances aux 4 coins du territoire? Enfin, quatrième et dernier invariant, nous risquons l'impasse de financement. L'hôpital public ne peut plus supporter le niveau d'économie qu'on lui a demandé depuis 20 ans. C'est très clair. Or, nous avons un problème économique simple. D'une part, les organismes de prévision nous disent tous que la croissance va revenir, après le rebond de 2021, à un niveau normal d'environ 2%, peut-être même moins. Mais d'autre part, nous savons que le rythme annuel d'évolution des dépenses de santé, lui, il est de l'ordre de 4,5% par an. Sans changement de logiciel, nous allons donc de nouveau être confrontés très rapidement à la question d'économies importantes sur la santé, pilotée comptablement. C'est une évidence, et c'est une évidence que nous devons prendre en compte pour finalement que ces économies ne soient pas des économies aveugles, et il faut trouver collectivement des solutions structurelles pour concilier les paramètres de l'équation. C'est donc un paysage difficile qui se dessine, un paysage de défis, mais aussi un paysage d'opportunités.
Nous avons les clés pour faire face à cette situation unique depuis au moins 70 ans, et c'est un projet porteur de sens pour chaque professionnel de santé qu'il faut que nous nous astreignions à collectivement concevoir. Mais le message que la communauté hospitalière porte, c'est qu'il faut engager sans attendre des mesures très puissantes pour que notre système de santé et le service public tiennent et soient encore plus forts. Alors, rapidement, avant d'évoquer les propositions, je voudrais rappeler que cette situation renvoie bien sûr aux échéances politiques que nous connaissons et qui vont nous amener dans la campagne des présidentielles bientôt. À 6 mois pour l'instant, néanmoins, de l'élection présidentielle, on ne voit clairement aucune vision qui s'exprime, aucun grand récit pour le système de santé. Il y a des propositions ici ou là, mais on parle de rémunération, on parle de poids de la bureaucratie, on parle de gouvernance, on parle de difficultés dans la gestion de crise, mais rien qui s'apparente vraiment à une vision de société. Alors, ne soyons pas trop sévères, la campagne fait à peine que démarrer et beaucoup de candidats ne sont pas encore lancés. Mais néanmoins, cette exigence d'avoir un discours qui prenne de la hauteur et qui pointe les vrais enjeux et les vrais sujets, c'est cette exigence qu'il faudra que nous exprimions pendant les mois à venir. C'est vrai que nous prendrons notre part et nous essaierons de faire en sorte que, quel que soit le débat médiatique, quels que soient les thèmes du moment, quels que soient les sujets sur lesquels, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça fonctionne, le débat se fera, nous essaierons le plus possible de rappeler ces vérités que j'évoque depuis tout à l'heure et qui font que la santé ne doit pas être méconnue et l'avenir du système de santé doit être évoqué. Le 17 mars 2022, nous en avons déjà prévenu les équipes de campagne des candidats déclarés, le 17 mars 2022, date anniversaire du premier confinement jamais mis en œuvre en France. Le 17 mars 2022, nous en ferons une journée consacrée à l'avenir du système de santé et nous inviterons l'ensemble des candidats à venir exposer le projet et la vision qui est la leur sur ce sujet important. Parallèlement, et de notre côté, nous continuons à façonner, à travailler à une plateforme de propositions qui, bien sûr, nous porterons à l'intention des candidats, mais qui nous permettront aussi de fédérer l'ensemble de la communauté hospitalière sur ce qui nous semble essentiel et important. Nous articulerons cette plateforme autour de quelques dizaines de propositions. Ce ne sera pas un catalogue à l'infini, mais ce sera quand même la volonté de préciser un certain nombre de propositions que nous organiserons autour de 4 axes que je veux rapidement évoquer. Le premier axe, c'est de mieux organiser la prévention et les soins à l'échelle des territoires. L'entrée par les territoires. L'entrée par les territoires, elle est majeure, elle a souvent été évoquée par le passé, mais elle prend encore plus de sens dans le contexte actuel. Cela signifie que nous puissions aussi trouver des solutions, et en tout cas faire des propositions pour aborder de manière frontale la question des déserts médicaux, de l'inégalité d'accès aux soins, de la gouvernance en santé, mais aussi de la place des collectivités territoriales dans le champ de la prévention. Le deuxième axe, c'est celui de l'égalité, de l'excellence et de la pertinence pour la santé de demain. Ces 3 enjeux forment un tout. Nous devons à la fois fournir les meilleurs soins à tous, promouvoir la recherche, c'est le pacte républicain, et le faire de façon frugale, c'est-à-dire en cherchant les marges de manœuvre là où elles sont, et la pertinence des soins est un exemple. Le troisième chantier, c'est la priorité au recrutement. Former, recruter, accompagner en nombre des professionnels de santé, redonner envie aux jeunes de s'investir dans ces carrières pour que nos établissements puissent avoir des compétences qui seront nécessaires pour affronter les années à venir et les défis que j'évoquais à l'instant. Et puis, le quatrième chantier, c'est de refonder la santé publique et de placer l'autonomie au cœur de notre projet social. Alors, ce projet, nous l'appellerons Ambition Santé 2022, ce n'est pas très original, ça n'a pas demandé un gros effort de marketing, mais en tous les cas, au moins, ça mérite d'être clair. Ambition Santé 2022, et c'est l'idée, effectivement, qu'à travers le site qu'on va vous présenter à l'instant, nous fassions de ce site une plateforme de proposition, une plateforme de contribution, une plateforme de témoignage, mais aussi une plateforme d'interpellation pour les candidats qui nous permettront effectivement de rythmer, mais surtout d'insister sur nos ambitions pendant cette campagne.
Voilà, merci beaucoup. Alors, vous avez vu la tête d'un candidat qui n'est pas encore complètement sélectionné pour participer à la grande compétition. Donc, n'y voyez pas du tout le signe de soutien de quoi que ce soit. Pas de message subliminal. Mais tout est prêt. Quel que soit le candidat qui sera choisi, nous serons prêts. Nous avons les photos, nous avons les questions à leur poser et nous serons prêts. Bon. Pour finir, et parce que j'ai été très long, et c'est encore si vous saviez le nombre de passages que je n'ai pas repris, vous me remercieriez. Néanmoins, pour finir, et pour terminer sur les propositions que nous voulons porter, parce que c'est aussi, je disais, tout ça a été construit, bien sûr, tout ça n'est pas qu'une enveloppe de communication. Tout ça a pour objectif d'animer aussi sur les sujets de santé le débat public que l'on espère et que l'on attend. Et qui devra être à la hauteur de nos ambitions. Et pour ça, il faut qu'effectivement nous puissions, de manière crédible, mais aussi de manière peut-être ludique, de manière interactive, de manière simple et compréhensible, dans des débats qui sont parfois des débats d'experts compliqués, de pouvoir aussi être donné à la population et à ceux qui chercheraient de l'information sur ces questions, d'avoir une place, une plateforme, un endroit, un site sur lequel venir se renseigner et s'instruire de ces sujets. Donc les propositions que nous allons à travers cette plateforme régulièrement et jusqu'au mois de février, date à laquelle nous devrions rendre publique l'intégralité de notre travail dans la perspective du 17 mars et dans la perspective de l'élection présidentielle puis législative, eh bien, nous allons régulièrement mettre donc, sur cette plateforme des propositions. Donc je voudrais évoquer 3 propositions que ce matin je veux formuler devant vous et qui nous paraissent non pas les plus essentielles, mais en tous les cas être fondatrices à la fois de ce que nous souhaitons et de ce que collectivement nous ambitionnons. La première proposition, c'est un plan massif de recrutement et de formation dans le droit fil de ce que j'expliquais depuis tout à l'heure. Il faut remédier au manque de professionnels, c'est une lapalissade de le dire. Il faut rappeler toujours ce chiffre que l'hôpital a abordé la crise en ayant déjà une situation où 30% de postes de praticiens hospitaliers étaient vacants et qu'aujourd'hui on constate effectivement des vacances encore plus importantes, aussi bien pour les praticiens hospitaliers que pour les postes d'infirmières ou d'aide-soignantes. Alors il est toujours difficile évidemment de donner un chiffre et de dire il faudrait tant et il n'y a qu'à Faucon, etc. On a essayé de mesurer les choses sans être dans l'exagération, mais sans être non plus dans la vue angélique d'un système qui se satisferait de demi-mesure. Et c'est vrai que pour pouvoir aux urgences sur les fameux postes vacants dont nous souffrons tous et qui aujourd'hui font débat, et parce que les choses ne sont plus tenables en l'état structurellement, c'est vrai que nous affichons l'ambition que sur le quinquennat qui s'ouvre puisse être créé 25 000 postes infirmiers d'aides-soignants supplémentaires pour les établissements. Pour cela, nous voulons mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire augmenter les places dans les instituts de formation en soins infirmiers, au moins d'un quart de place supplémentaire, et d'une petite moitié les places dans les instituts de formation, dans les écoles de formation d'aide-soignantes, et ça très vite, d'ici 2024-2025, pour rendre possible les futurs recrutements et réduire les tensions que l'on connaît tout en investissant dans l'emploi. L'hôpital, ça n'est pas tout. Vous savez qu'en termes d'emploi, l'attente, le besoin est beaucoup plus massif sur le secteur médico-social. Et là, nous ne pourrons pas faire face à ce mur du vieillissement que j'évoquais si nous ne recrutons pas jusqu'à 100 000 personnes dans ce secteur pour les 5 prochaines années, c'est-à-dire 20 000 professionnels supplémentaires par an. Ça représente un coût de 4,5 milliards effectivement de dépenses supplémentaires d'ici 5 ans, mais c'est le prix à payer pour pouvoir offrir à nos aînés des conditions d'hébergement, de prise en charge et d'accompagnement qui soient optimales et qui soient à la hauteur des ambitions de notre système de santé. Enfin, si le numerus clausus a été supprimé, nous devons accompagner par des moyens humains et financiers supplémentaires la hausse des étudiants en médecine et dans les formations paramédicales, parce que nous ne pouvons pas passer à côté de cet enjeu. Il nous faut notamment créer au moins 1000 postes hospitalo-universitaires d'ici à la fin du quinquennat et favoriser la participation des praticiens hospitaliers aux missions d'enseignement. C'est nécessaire si on veut faire effectivement face à cet afflux de formation. Notre deuxième priorité, c'est de poser un cadre stratégique sur plusieurs années, aussi bien pour la santé que pour le chantier de l'autonomie. On a besoin, je le disais, d'une vision, on a besoin d'un cap, on a besoin de mettre en œuvre des solutions sur le long terme. Et donc pour ça, nous plaidons à nouveau
pour la mise en place de 2 lois de programmation, l'une pour la santé, l'une pour l'autonomie. La défense, qui est une grande politique nationale, bénéficie d'une loi de programmation, et nos amis militaires qui sont dans la salle savent à quel point ça leur donne de la visibilité sur l'effort et le calage des politiques publiques en la matière. Eh bien, la santé, l'autonomie ne sont pas des politiques de moindre importance et nécessitent là aussi une même approche vis-à-vis de l'engagement de l'exécutif comme du Parlement soit privilégiée pour donner cette visibilité avec, bien sûr, la fixation d'un taux d'évolution minimale des financements qui pourrait être fixé et qui pourrait être bien sûr révisé en fonction de l'immédiate actualité ou de l'immédiate situation économique, mais néanmoins qui permettrait de dégager de la visibilité. Les changements structurels dont nous avons besoin seraient ainsi planifiés sur 5 ans, et c'est ça qui est important. Lorsqu'on parle de prévention, lorsqu'on parle de pertinence des soins, bien sûr, ou de tant d'autres sujets. Sans dépenser plus, parce que les finances publiques ne sont pas une corne d'abondance et nous n'avons jamais été dans des politiques jusqu'au boutiste en la matière, nous devons pouvoir arriver à dépenser mieux, effectivement, à l'hôpital comme en ville. Rappelons toujours ce même chiffre, l'assurance maladie elle-même estime à 20 ou 30% des dépenses totales de santé qui seraient des dépenses inadaptées ou qui ne respecteraient pas la qualité de prise en charge. Nous parlons donc de plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année. Alors comment faire? Pas d'un coup de baguette magique, certainement pas, mais certainement en y travaillant concrètement, au-delà des déclarations d'intention très consensuelles des uns des autres. Il faut qu'on puisse maintenant se mettre au travail avec l'ensemble des parties prenantes, bien sûr de l'État, bien sûr de l'assurance maladie, pour commencer par revoir un certain nombre d'éléments qui nous permettraient d'avancer. Par exemple, je prends un exemple, mais nous pourrions revoir la nomenclature des actes pour adapter au plus près, effectivement, la valeur réelle des actes par rapport au coût réel des prises en charge. L'Australie a fait ce travail il y a quelques années et a économisé l'équivalent de 5% de ses dépenses totales en santé dans un travail de relecture de ces coûts, en associant les usagers, en associant l'ensemble des parties prenantes. Si les Australiens y arrivent, ce ne sont pas que des méchants, si les Australiens y arrivent, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas, nous aussi, appliquer cette même méthode. Notre troisième priorité, c'est un pacte pour l'accès aux soins de tous, à toute heure et dans tous les territoires. Car là aussi, je parlais des difficultés de l'accès aux soins et de l'angoisse des Français en la matière. Il y a réellement urgence. Dans beaucoup de territoires, les déserts médicaux progressent, et notamment en médecine générale. Est-ce qu'on a suffisamment en tête qu'aujourd'hui, 10% des Français n'ont plus de médecin traitant? Et ces Français n'ont pas d'autre choix, souvent, que de se rendre aux urgences de l'hôpital pour des soins courants, faute d'alternatives. Et dans beaucoup de territoires, du fait d'inégalités majeures de l'offre de soins, l'accès aux spécialistes est tout aussi difficile, et ça, je ne vous apprends rien. Souvent encore, des carences de permanence des soins ambulatoires, le week-end, la nuit, laissent des populations sans autre solution que d'aller à l'hôpital, qui doit assumer alors seul la pression du premier recours. Alors, évidemment, les généralistes ne sont pas totalement absents de la permanence des soins, sinon je vais encore me faire tirer les oreilles, puisque 39% des généralistes participent dans les faits à la permanence des soins en ambulatoire, la nuit et le week-end, mais ça n'est que 39%. Et il ne s'agit pas, bien sûr, d'accuser ni de désigner qui que ce soit, mais si on veut regarder les problèmes de l'avenir en face, si on veut collectivement incarner cet effort de lucidité que j'évoquais, il y a là des sujets qu'il faut qu'on puisse discuter de manière ouverte et de manière totalement transparente. C'est pour ça que je ne cesse de dire une énième réforme de l'hôpital public seule ne serait pas la réponse appropriée, ne servirait pas à grand-chose si nous ne regardons pas l'ensemble du spectre du fonctionnement du système de santé. C'est pour ça que nous proposons que sur ce sujet, qui est complexe, bien sûr, mais qui est vital, nous proposons que ce sujet soit traité dans le cadre d'états généraux de la santé, qui pourraient être organisés dès l'été 2022, parce qu'on sait que les débuts de quinquennat sont toujours là, où le moment où, je vais dire, le stylo peut être plus réformateur que l'assouplissement des années qui suivent, et donc des états généraux de la santé dans les territoires qui pourraient être organisés à l'été 2022 autour du nouveau président de la République.
Ces états généraux réuniraient l'ensemble des acteurs de santé, les libéraux bien sûr, les établissements publics, les établissements privés, les collectivités, les usagers, les associations, l'assurance maladie, l'État, enfin toutes les composantes, mais peut-être avec une obligation, effectivement, que d'ici le 1er janvier 2023, nous ayons abouti à des solutions. Sinon, l'État prendra ses responsabilités, comme on dit, mais nous ayons collectivement abouti à des solutions qui permettent de répondre à cette obligation de participation à une permanence des soins qui soit efficace pour les Français. Nous proposons aussi, spécialité par spécialité, après analyse et concertation, de mettre fin à la possibilité de s'installer en secteur 2 dans certaines zones surdenses, où la densité de médecins d'une spécialité donnée est supérieure à 25% de la moyenne nationale par bassin de vie. Je le disais, je prenais l'exemple tout à l'heure de la psychiatrie. Les écarts de situation sont tels qu'ils sont proprement inacceptables, et faire l'autruche sur ces sujets est proprement criminel. Enfin, nous proposons d'accélérer le déploiement des infirmières de pratique avancée, y compris en ville, pour mieux coordonner les parcours, ce qui permettrait notamment de réduire la charge de travail des médecins. Alors, je sais bien que certaines de ces mesures, et sans doute la dernière, fera encore débat, va me faire agonir sur les réseaux sociaux un certain nombre de commentaires peu glorieux. C'est pas grave. C'est pas grave, je ne veux pas dire que j'ai commencé à avoir l'habitude, mais enfin, c'est pas ça. Voilà. L'idée, elle n'est pas, là encore, de stigmatiser, elle est peut-être de provoquer, mais au moins, quand on provoque, on provoque aussi le débat, on provoque l'échange, et on provoque peut-être des contre-propositions qui seront peut-être encore meilleures que celles qu'on énonce. On va dire, je n'ai pas la paternité. Nous n'avons pas ici la paternité, nous ne devons pas avoir la paternité de quoi que ce soit, mais au moins l'envie, c'est effectivement d'avancer et de trouver tous ensemble les solutions. Alors, progressivement, nous allons nourrir cette plateforme, ambitionsanté2022.fhf.fr, et fin février, nous serons en mesure de produire l'intégralité de notre travail. Voilà, un long discours, mais comme j'étais le seul à parler, je me suis dit je vais en profiter, ça n'arrive pas tous les jours. Merci en tous les cas d'avoir été attentifs. Je note qu'il n'y a que 2 personnes qui sont parties pendant la séance, ça prouve que voilà, vous êtes bien en tout cas, vous êtes bien élevés. Merci en tous les cas de votre attention, merci de votre écoute. Je crois qu'on sent bien tous que la période est une période totalement inédite, qu'elle va amener à des changements profonds, et on a tous envie d'être acteurs de ces changements, que l'écosystème de santé soit plus efficace pour le bénéfice des Français, et on s'en portera tous mieux. Merci de votre écoute, merci d'être là. Vive l'hôpital public et vive la France.